Salut, c'est l'Intime, c'est Nicolas qui vous parle, et ça... Oh, ça c'est même pas ma forme finale. Voilà, aujourd'hui on va voir 10 faits hallucinants. Baruch Samuel Bloomberg, un scientifique américain, a estimé que le paludisme a pu contribuer à la mort d'environ une personne sur deux dans l'histoire de l'humanité. Or, le paludisme est seulement causé par un parasite qui est transmis quasi uniquement par les moustiques. Cette maladie touche environ 200 millions de personnes et elle a tué environ 600 000 personnes en 2012. Il y a bien des gens qui sont en quelque sorte immunisés contre le palu, mais on en reparlera plus tard. D'ailleurs, en parlant de la moitié de l'humanité ayant une maladie, les chiffres ne sont pas les mêmes partout, mais au moins la moitié de tous les adultes a une forme d'herpès. Waouh. Alors pour tout expliquer, il y a plusieurs formes d'herpès classées dans deux catégories. HSV1 qui cause surtout des infections dans la bouche, la gorge, la tête, les yeux et le système nerveux central. Et HSV2 qui est principalement responsable de l'herpès génital. Mais en fait les deux peuvent se déclencher à peu près partout et vous pouvez avoir les deux en même temps. Donc ouais, on s'en fout un peu. Et un dernier truc sur l'herpès, une fois que vous l'avez, vous ne vous en débarrasserez pas. Jamais. En effet, il reste dans des ganglions dans votre corps et il peut parfois ressortir pour dire bonjour. Je voudrais bien vous parler plus de l'herpès, mais... non. Donc pour l'instant, on a parlé de maladies atteignant les humains, mais j'aimerais remonter au temps du premier humain. Mais il s'avère que ça va pas être possible. Car en effet, fait numéro 3, il n'y a pas eu de premier humain. Alors comment ça marche? Eh ben, il y a une règle qui dit que chaque individu fait partie de la même espèce que ses parents. Donc vous pouvez voir ça simplement, vous êtes un humain, vos parents l'étaient aussi. Mais en fait, si on remonte encore plus dans votre arbre généalogique, il n'y a pas de moment où vous pourrez dire lui c'est un humain, mais ses parents sont des Homo erectus. Car le changement était graduel. À chaque génération, certains gènes qui se transmettaient amenaient vos ancêtres plus près à devenir les humains d'aujourd'hui. Mais il n'y a jamais eu un humain né de parents non humains. Même si on dit souvent que l'Homo sapiens est apparu il y a environ 200 000 ans. Alors qu'en réalité, le changement qui a amené à l'humain d'aujourd'hui a commencé avant et continue toujours. Je vais prendre le même exemple que Richard Dawkins utilise. Quand nous naissons, nous sommes des bébés et nous devenons graduellement des adultes, pas du jour au lendemain. Enfin, c'est fascinant à quel point c'est complexe de comprendre le temps long. Par exemple, fait numéro 4, l'homme de Néandertal a disparu il y a plus de 25 000 ans, alors que la dernière espèce de mammouth s'est éteinte il y a environ 4 000 ans. Donc oui, quand les pyramides de Gizeh ont été construites, il y avait toujours des mammouths sur Terre. Bon, pour être honnête, on parle pas de tous les mammouths là, mais plutôt d'une espèce insulaire naine. Mais bon, c'est toujours des mammouths, même s'ils étaient tout petits. Oui, à peu près cette taille. Bon, si on continue sur le sujet du nanisme insulaire, des espèces éteintes récemment et des mammouths, il paraît logique de parler d'un de ses cousins, le stégodon. Alors lui aussi il s'est éteint il y a pas très longtemps, environ 4000 ans. Les derniers représentants de cette espèce étaient aussi une population atteinte de nanisme insulaire. Mais les populations qui vivaient avant de taille normale pouvaient mesurer jusqu'à 8 mètres de long. Attends, j'ai dit 8 mètres? Ah non. Je crois que j'ai oublié de compter les défenses qui pouvaient faire jusqu'à 3 mètres de long. Donc le stégodon pouvait mesurer environ 10 mètres de long. C'est énorme. Mais le fait numéro 6 va pouvoir vous donner plus de perspective. 10 mètres, c'est l'épaisseur des anneaux de Saturne. Et ça vaut pour la majorité des anneaux. Les plus grands font seulement quelques kilomètres d'épaisseur. La raison pour laquelle les anneaux sont si fins est qu'ils tournent autour de Saturne. Mais j'expliquerai ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Sans doute celle juste après celle-ci. Mais maintenant, parlons d'un autre truc qui tourne. Vénus. En effet, comme toutes les autres planètes, Vénus tourne sur elle-même, mais elle le fait si lentement qu'un jour sur Vénus dure plus longtemps qu'une de ses années. Donc oui, il y a plus d'années sur Vénus que de jours. Pour rappel, un jour est le temps qu'une planète met à tourner sur elle-même, alors qu'une année est le temps qu'une planète met à tourner autour du Soleil. Sur Vénus, une année dure 225 jours terriens, alors qu'un jour vénusien dure 243 jours terriens. Il y a plusieurs théories qui expliqueraient pourquoi Vénus tourne aussi lentement. L'une d'elles est que Vénus a une rotation synchrone, au moins partiellement. La rotation synchrone, c'est quand une planète tourne autour d'une étoile, de sorte que le même côté fasse face à cette étoile tout le temps. Ou alors, un autre exemple est la Lune qui nous montre toujours le même côté, même si elle orbite autour de la Terre et elle tourne aussi sur elle-même. Donc ça pourrait être pourquoi Vénus tourne si lentement. Une autre théorie est que Vénus ralentit à cause des vents couplés à la pression atmosphérique énorme. Je veux dire, là on parle de l'ordre de 92 fois celle à la surface de la Terre. Ça pourrait être la raison pour laquelle Vénus continue de ralentir, le frottement entre l'atmosphère et la planète elle-même. Mais il y a un autre truc avec Vénus, non seulement elle tourne lentement, mais aussi elle tourne dans le sens contraire de toutes les autres planètes dans le système solaire. La troisième théorie dont je vais vous parler explique cela et c'est un peu dingue. L'idée est que Vénus avait le même sens de rotation que toutes les autres planètes, mais elle s'est retournée. Oui, toute la planète. Le pôle sud aurait pris la place du pôle nord et vice versa. Et c'est pour ça que, vu de la Terre, Vénus aurait l'air de tourner à l'envers. Donc voilà une petite démonstration sur un globe. Enfin bref, ça pourrait être vrai, qui sait. Mais moi j'aimerais un peu plus de preuves que ça. Car honnêtement, c'est une idée un peu folle. On peut même dire que c'est le monde à l'envers.
Pas encore, pas encore. Juste pour terminer sur ce fait, ce genre de rotation contraire à celui de la Terre s'appelle rotation rétrograde. C'est-à-dire que Vénus tourne de l'Est vers l'Ouest et le Soleil s'y lève à l'Ouest. Vu de son pôle Nord, Vénus tourne donc dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que pour la Terre, c'est l'inverse. Et je peux même vous montrer une carte pour comparer la Terre et Vénus. Voilà, c'est plus simple, mais vous ne pouvez pas vraiment faire confiance aux cartes. Par exemple, regardez cette carte de la Terre. Vous voyez comment le Groenland est énorme? Il doit faire genre au moins la taille de l'Afrique. Mais en fait, non. Contrairement à ce que vous pouvez voir sur les cartes, le Groenland ne fait pas la taille de l'Afrique, mais à peu près celle de l'Algérie. Donc vous pouvez voir que c'est un problème de taille. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Il s'avère qu'il est impossible de faire une représentation correcte d'une sphère qui est un objet en 3 dimensions sur une carte en 2 dimensions. Par exemple, la carte que nous utilisons en général est la carte de Mercator. Et du coup, les masses terrestres telles que le Groenland et l'Antarctique sont étendues sur l'axe nord-sud, tandis que tout ce qui est proche de l'équateur est compressé sur ce même axe. Donc la prochaine fois que vous regardez une carte, faites attention, les choses peuvent ne pas être comme on les voit. Mais bon, pour être honnête, les cartes sont pratiques pour voir le monde en entier et en une fois. On peut du coup remarquer sur une carte et même sur un globe qu'il y a de l'eau quasiment partout sur Terre. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de rare? Il s'avère que l'eau est présente à peu près dans toutes les planètes, sur Vénus sous forme de vapeur et sur la planète Mars et toutes celles après, principalement sous forme de glace. Une des choses plus rares, c'est de trouver de l'eau à l'état liquide, mais en cherchant bien, il s'avère qu'on a pas mal de chances de trouver. Et certains scientifiques pensent avoir trouvé de l'eau à l'état liquide sur certains satellites de Jupiter et Saturne, tels que Europa ou Enceladus, dont on pense qu'ils peuvent avoir des océans liquides sous des couches de glace. Et cette eau peut sans doute sortir par des geysers immenses comme vous pouvez le voir sur cette photo. D'ailleurs, les anneaux de Saturne sont aussi faits de glace à plus de 90%, donc l'eau sous une forme ou une autre est abondante dans le système solaire. Ce qui fait que sur Saturne, un anneau n'est pas si précieux. Mais ce qu'aucune planète ou satellite a, c'est de l'eau liquide à la surface dans les quantités qu'on peut trouver sur Terre. Je veux dire, 71% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Et c'est bien, car la vie telle qu'on la connaît n'a pu apparaître que dans l'eau liquide. Mais il y a peut-être aussi de la vie qu'on ne connaît pas. Et par ça, je veux pas dire des espèces animales qu'on n'a pas encore découvertes. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Vous, moi et tous les êtres vivants qu'on connaît avons un ancêtre commun. Il s'appelle Luca. L'acronyme pour Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire que si on remonte l'arbre généalogique de tous les êtres vivants qu'on connaît, c'est lui qu'on retrouvera. Au bout de chaque arbre, que ce soit le vôtre, celui de votre meilleur ami, celui de votre animal de compagnie ou de n'importe quelle bactérie qui vit dans votre corps, Luca est censé être à l'origine de toute la biodiversité qu'on trouve sur Terre. Mais ce n'est pas forcément la première forme de vie, ni la seule. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous pouvez vous demander comment c'est possible. Alors je vais simplifier tout ça. Imaginez la situation suivante. Il y a environ 3,8 milliards d'années, la vie A apparaît. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle disparaisse et quelques millions d'années plus tard, la vie B arrive, survit et fleurit, nous donnant les êtres vivants qu'on connaît aujourd'hui. Il y a d'autres scénarios possibles comme celui de la vie s'étant diversifié et nous sommes peut-être les seuls survivants d'un désastre ayant exterminé toutes les autres formes de vie. La chose la plus intrigante est que la vie aurait pu apparaître 2 fois à 2 endroits différents. Et une des formes de vie pourrait avoir prospéré tandis que l'autre attend son tour, tapis dans l'ombre au fin fond de l'océan. Mais merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de faire découvrir ma chaîne à vos amis. Vous pouvez suivre la chaîne sur tous les réseaux sociaux. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a un fait que vous trouvez intéressant, incroyable ou tout ce que vous voulez partager. Voilà, avec un peu de chance, je vous verrai dans pas longtemps.